Vous avez sans doute remarqué que de plus en plus d'investisseurs entrepreneurs ont déjà quitté la France ou s'apprêtent à le faire. Et du coup, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet, qui est un sujet qui me touche personnellement. J'ai effectivement beaucoup de personnes autour de moi qui sont investisseurs immobiliers, entrepreneurs dans le digital, qui sont déjà partis ou qui s'apprêtent à le faire. Et dans le cadre de cette vidéo, j'aimerais un petit peu qu'on creuse ensemble aujourd'hui les raisons qui ont pu pousser ces personnes à partir, ou en tout cas à imaginer le faire dans les prochaines années. Et je voudrais aussi vous partager ma vision des choses. Aujourd'hui, moi, je suis en France. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir et je voudrais aussi vous partager du coup mon ressenti. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous partager un petit peu plusieurs choses. La première partie, ce sera les raisons qui, selon moi, poussent les gens à partir et pourquoi ils ont aussi raison de le faire. Qu'est-ce qui, moi, aujourd'hui, me met dans une situation qui me pousse à rester pour le moment? Et je vous donnerai, pour terminer, un petit peu mon angle général, qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines années et quelle sera ma décision par rapport à ça. Est-ce que je reste en France ou est-ce que je vais m'expatrier? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit d'ouvrir Instagram, hein, on le voit très bien. Bon, c'est très, très à la mode, du coup, de cracher sur la France et de dire, moi, je veux partir à Bali, je veux partir à Dubaï, parce que la fiscalité est trop difficile en France, parce que le climat est trop anxiogène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être lucide. Le climat en France, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, devient de plus en plus difficile. Moi-même, je le ressens. Aujourd'hui, quand on fait des vidéos, quand on parle d'investissement immobilier, quand on parle d'argent, on a tout de suite forcément des retours qui parfois sont assez difficiles. Et quand on veut exprimer son message, quand on veut dire que c'est possible de changer de vie, quand on veut dire que en entreprenant, en investissant, on peut sortir du schéma classique, qui est donc d'aller à l'école, de suivre le rythme métro-boulot-dodo et puis d'espérer une retraite à la fin. Quand on dit qu'on veut sortir de ce schéma-là, forcément, on a une grosse résistance et ça, c'est particulièrement vrai en France. Donc ça, c'est quelque chose qui pèse sur les entrepreneurs et les investisseurs. Et au bout d'un moment, jour après jour, si en plus on rajoute les médias, bah ça pèse et il y en a qui commencent à se poser la question de partir. Mais si avec ça encore, on a un deuxième sujet qui est le sujet de la fiscalité. Aujourd'hui, il faut être factuel, on enlève la politique, on regarde juste les faits. La France, c'est aujourd'hui dans le top 2 des pays les plus fiscalisés du monde. C'est un fait. Et quand on rapporte le prix payé en termes d'impôts, donc quand on est investisseur, c'est les taxes foncières, l'impôt sur le revenu, si on a des sociétés, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les dividendes, etc. Si on met tout bout à bout et si on a le malheur d'avoir des salariés, on a encore les cotisations sociales à payer, on se retrouve avec un coût qui est énorme et en face des prestations qui sont basses. Le rapport qualité-prix est vraiment bas. C'est comme si on payait finalement un 5 étoiles, un hôtel 5 étoiles, et qu'on avait les prestations d'un camping. Alors oui, petit disclaimer, c'est vrai que le schéma français est de dire on paye pour que les plus démunis, ceux qui en ont le plus besoin, en profitent. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui me touche. Mais néanmoins, le rapport entre ce qu'on donne et ce qu'on perçoit est très, très, très mauvais. On se demande bien, en fait, qu'est-ce que fait l'État de cet argent? Ça, c'est la réalité. Et donc, on est pragmatique. On se dit, bon, aujourd'hui, on est dans un monde ouvert. Ce qui n'était pas le cas de nos parents, nos grands-parents. Quand nos parents, nos grands-parents, ce qui n'était pas mon cas, mais avaient des entreprises, c'était souvent des entreprises avec des salariés, une PME, avec des salariés, et effectivement, on ne pouvait pas se déplacer dans le monde pour gérer nos entreprises. Aujourd'hui, on est dans un monde où on peut gérer avec un laptop, un ordinateur, nos entreprises et nos investissements. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a plein de pays dans le monde qui nous draguent, qui nous incitent à venir chez eux avec des fiscalités plus intéressantes et des conditions plus pertinentes. La France, du coup, se retrouve en compétition avec de plus en plus de pays qui nous draguent et nous disent « venez ». En fait, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est une deuxième chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, contrairement à avant, le monde s'est ouvert et la France n'est plus toute seule. Il y a d'autres opportunités pour nous, entrepreneurs et investisseurs. Et donc, ça vaut parfois le coup d'aller essayer autre chose. Moi, il y a un troisième sujet aussi qui fait que je comprends les entrepreneurs et les investisseurs qui petit à petit partent, c'est qu'effectivement, il y a le sujet de la sécurité. Ce sujet, pour moi, il est factuel. Aujourd'hui, surtout quand on commence à avoir des enfants, moi, j'ai plus 20 ans, voilà, j'ai 34 ans, j'ai ma petite fille qui a 2 ans et demi. Moi, je ne m'intéresse pas simplement à qu'est-ce qui va se passer dans mes prochaines années, comment je vais vivre. Un de mes sujets, c'est aussi de me dire comment ma fille va pouvoir vivre une vie qui est au moins aussi bien que la mienne. Et aujourd'hui, j'ai du mal vraiment à voir comment nos enfants vont pouvoir évoluer dans cette France qui petit à petit se dégrade en termes de sécurité. Comment nos enfants vont-ils pouvoir vivre dans un monde où, quand nous on voulait sortir en boîte de nuit, on pouvait globalement être plutôt
en sécurité. En tout cas, on n'avait pas la peur au ventre, la boule au ventre. Moi, j'ai du mal à voir comment on va pouvoir laisser nos enfants vivre la vie qu'on a vécue quand on était jeune. Et ça me pèse. Ça me pèse. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie que mes enfants puissent avoir une vie qui est aussi bien que la mienne. Et ça pousse beaucoup d'entrepreneurs et investisseurs à partir. C'est la réalité. Alors, malgré tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas parti. Et il y a des raisons, et je vais aussi vous les exposer. C'est vrai que sur Instagram, sur YouTube, c'est très rare de trouver des personnes qui ont un discours en disant « Voilà, moi je reste en France », c'est beaucoup plus sexy de dire « Moi je pars, la France c'est nul, il n'y a que des problèmes », ce qui n'est pas tout à fait faux, vous l'avez vu, je vous ai exposé quelques arguments. Mais moi je vais vous parler de l'autre côté. Qu'est-ce qui peut nous retenir à la France? Pourquoi on a intérêt aussi à y rester d'une certaine manière? Alors la première raison, et pour moi c'est la plus importante, c'est la famille, l'entourage. C'est pas rien, l'entourage pour moi c'est quelque chose de précieux. Être à proximité de ma famille, être à proximité pour ma petite fille de ses grands-mères, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est des souvenirs qui sont créés et c'est à la fin de nos vies, évidemment, des expériences qu'on aura vécues ensemble beaucoup plus facilement que si effectivement je suis dans un pays, à Bali, à Dubaï, au Mexique. Donc ça, c'est une réalité. Et ça, combien ça vaut? Combien ça vaut de pouvoir créer ces souvenirs? Malgré tout ce que je vous ai dit sur ce qui ne va pas en France. Bah, ça vaut cher. En tout cas, pour moi, ça vaut très très cher. Donc c'est aussi ça qui me tient à la France, d'une certaine manière. Il y a un deuxième aspect. Et là, on va parler un petit peu plus de mon métier. Vous savez, j'accompagne des personnes à investir dans l'immobilier et on les accompagne de A à Z sur leur projet d'investissement jusqu'à la réussite de leur projet. L'investissement immobilier en France, c'est la possibilité de lever de la dette. Et ça, c'est quelque chose, il faut bien le comprendre, qui n'est pas du tout accessible dans tous les pays du monde. Ce qui pour nous est courant, c'est-à-dire d'aller voir la banque et de dire « je vais acheter cet immeuble à 250 000 euros ». Et derrière, je vais être financé pendant 20 ans. Et du coup, c'est les loyers de mon locataire, si mon bien est rentable, qui vont rembourser les mensualités de mon crédit. Il ne faut pas du tout penser que c'est quelque chose qui est présent dans tous les pays du monde. Et ça, je peux vous le dire, puisque j'ai investi dans d'autres pays, notamment aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Et dans des pays comme ceux-ci, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un financement. Il y a des pays où on n'est même pas propriétaire de son bien. En fait, on est obligé de passer par un bail, par un intermédiaire pour exploiter le bien. Et donc, c'est une chance qu'on a en France. Et on ne s'en rend pas compte, bien sûr, puisqu'on est né avec ça, avec le crédit. Et donc, pour quelqu'un qui démarre l'investissement immobilier, et c'est ce que j'ai fait il y a 5 ans, quand j'étais entrepreneur, quand j'avais mon entreprise artisanale avec des salariés, et que j'ai basculé dans l'immobilier puisque je voulais atteindre la liberté financière, j'ai pu aller voir des banques, j'ai levé 1 million à peu près de dettes, et ce million m'a permis d'acheter un premier appartement de 70 mètres carrés, puis 2 immeubles de rapport. Ça, c'était le début de mon parcours. Et ça m'a permis, avec ces appartements, ces 12 lots quand j'ai commencé, de pouvoir faire de la location Airbnb, de pouvoir faire de la location classique, et donc de générer un revenu, d'arriver à ces 15 000 euros de loyer par mois. Qu'est-ce qui m'a permis d'y arriver? C'est la banque. C'est la banque qui m'a permis de lever une dette, et donc de profiter de faire des exploitations type Airbnb ou de la location classique, de permettre à des personnes de se loger dans des appartements qui sont rénovés, qui sont agréables. Ce travail que j'ai mis en place m'a permis du coup de me constituer ce patrimoine et ces revenus. Et ça, c'est grâce à la France aussi, il faut le dire. Et donc, si vous, aujourd'hui, vous êtes au début du parcours, je m'adresse donc aux débutants ou aux personnes peut-être qui ont déjà fait un investissement ou deux, mais pas très rentables, peut-être des Pinel ou des opérations qui ne sont pas très intéressantes. Vous pouvez saisir ce que la France a apporté, notamment cette question de la dette, et donc commencer votre parcours d'investisseur en France. Faire la même chose que j'ai fait. Peut-être un appartement rentable pour commencer, puis un immeuble de rapport. Vous mixez un petit peu les stratégies, location courte durée, colocation, location à l'année. Vous générez vos premiers revenus. Posez-vous la question de combien j'ai besoin par mois pour être libre. Alors, par exemple, si vous avez un train de vie à 2 000 euros par mois, essayez de viser 3 000, puisqu'on reste des entrepreneurs et des investisseurs. Il faut toujours qu'il y ait une petite marge de sécurité. Faites déjà ce travail-là, atteignez ces 3 000 euros net par mois, et après, vous aurez tout le loisir de diversifier, pourquoi pas d'investir à l'étranger, et même de potentiellement faire d'autres projets qui vous tenaient à cœur depuis longtemps. Donc ça, c'est une deuxième raison qui me tient à la France, c'est évidemment la possibilité, grâce à la dette, de devenir propriétaire d'un patrimoine qu'on n'a pas avant de commencer. Moi, j'ai commencé à zéro, je suis fils d'agriculteur, j'ai pas eu d'héritage, et j'avais aucun argent sur mon compte.
Qu'est-ce qui m'a permis de passer à 1 million de patrimoine brut? C'est la banque et la France, et c'est aussi simple que ça. Et donc voilà, avec ces deux arguments, évidemment l'entourage et le fait de pouvoir aussi profiter du levier bancaire en France, c'est des arguments solides quand même pour pouvoir profiter de la France et d'y rester. Maintenant, je vais conclure avec la dernière partie. Qu'est-ce que, à titre personnel, je vais faire dans les prochains mois, les prochaines années? Et qu'est-ce que je vais vous recommander de faire, vous? Moi, je vais clairement vous conseiller effectivement de commencer par rester en France, profiter du levier bancaire, lever plusieurs opérations, appartements, immeubles, faire plusieurs stratégies, vous constituer déjà un patrimoine solide, atteindre votre premier palier de liberté financière grâce à la banque. Et une fois que vous aurez atteint ce niveau-là, vous pourrez reconsidérer la question. Si vous faites le schéma inverse, et on voit ça parfois sur Internet, où on nous dit l'immobilier en France, c'est pas intéressant, on vous dit regardez les rentabilités à Paris, 2% de rentabilité, c'est pas faux. Sauf que, sans doute vous le savez, si vous êtes un minimum intéressé à l'immobilier, quand on cherche de la rentabilité, on va investir dans des endroits différents des grandes villes, des grandes métropoles. Et il y a de la rentabilité en France, croyez-moi. Mais si vous partez du coup à l'étranger, vous faites ce choix de partir de la France avant même d'avoir commencé à investir dans l'immobilier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir apporter votre cash directement dans les opérations en grande partie, puisque le financement va être beaucoup plus difficile, sauf cas particulier. Et donc, vous vous privez du levier bancaire qui va vous permettre de faire vos premières opérations, et vous allez donc être contraint de mettre vos économies, et donc vous allez aller beaucoup moins vite en fait, en vérité, au début. Donc moi, en fait, l'objectif des vidéos que je veux vous partager, que je vous partage aujourd'hui, c'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre, ce qui est à la mode de dire, c'est de vous dire ce que je pense réellement, mon ressenti et qu'est-ce que je ferais à la place d'un débutant. Et c'est ce que je dis à mes clients. Profitez de la France pour démarrer. Faites votre première opération. Enchaînez, mixez les stratégies. Atteignez vos premiers seuils de rentabilité, vos premiers seuils de liberté financière et après reconsidérez la question. Et je vais terminer du coup par mon cas personnel. Donc jusqu'à présent, je suis en France et la décision que j'avais prise du coup jusqu'à présent, c'est effectivement de jouer sur les deux tableaux. La France va nous permettre de continuer d'investir, d'accord? Ça, c'est une première chose. Et comme vous le savez, si vous avez, d'ailleurs, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai faite sur mon investissement à Dubaï. J'ai investi donc dans un appartement aux Émirats Arabes Unis, qui est un appartement complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire en France. Donc c'est du neuf, j'ai acheté sur plan, la construction est en cours. Et donc on est sur un marché qui est complètement différent. Et la grosse différence, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a dû le payer cash cet appartement. Avec un plan de paiement certes, mais c'est 200 000 € qui sont partis de nos comptes bancaires pour aller chez un promoteur. Pas de banque, pas de mensualité. C'est nous qui avons payé l'intégralité de l'appartement directement. Et cet appartement, c'est un petit peu comme une porte de sortie qui pourrait nous servir si effectivement la situation en France continuait à se dégrader. Et donc, moi, ma philosophie aujourd'hui, c'est la suivante. C'est que je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Aujourd'hui, on est en France. Je ne suis pas dans le schéma de me dire « je vais rester en France toute ma vie ». Ça, c'est une évidence. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être fou si on a un tant soit peu de recul pour ne pas se sécuriser un minimum et voir d'autres options. Donc non, je ne suis pas sur l'option « je vais rester en France toute ma vie ». Je ne suis pas non plus sur l'option « je pars aujourd'hui ». Puisqu'aujourd'hui, comme je vous le dis, il y a l'entourage qui pour moi est très important, qui a de la valeur, et je l'assume. Et puis effectivement, il y a le levier bancaire encore. Si par contre, la situation venait à se dégrader encore, avec un niveau de sécurité qui continue à se dégrader, si le niveau de l'éducation continue à baisser, et si pour couronner le tout, on continue à augmenter les impôts, les fiscalités, sans aucun retour derrière sur la qualité de la vie en France, bien à ce moment-là, évidemment, je reconsidérerai ma question à ce moment-là. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous faire peut-être réfléchir. J'espère que mon avis, où j'ai essayé d'être le plus authentique et le plus proche de mon vrai ressenti, a pu aussi vous éveiller. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup parler. N'hésitez pas à me donner votre point de vue, si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.